va commencer, il est 19 heures. Donc bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil municipal qui risque d'être un peu long parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais procéder à l'appel nominal des conseillers. Maël Dubosc, paysan. Présent. Alain Clavry. Présent. Mathilde Vrintrou qui a donné sa procuration à Oriane Ruval. Édouard Dupouille. Présent. Oriane Ruval. Présente. Michel Villéger. Présent. Céline Hulardelli. Présente. André Jacubiec. Présent. Baudouin Merlet, qui n'est pas encore arrivé. Véronique Casavant. Présente. Patrice Biancone. Présent. Myriam Langlois. Caroline Chamauduc. Présente. Sandrine Montpasse. Présente. Gaëtan Arix. Paul Gonzalez, il n'est pas arrivé. Mathieu Parayou. Présent. Jean Belloc. Présent. Elsa Becker. Présente. Quentin Benchitrit. Présent. Henri Arbeil. Présent. Lionel Barbéris. J'ai sa procuration. Ok, parfait. Caroline Escande. Présente. Manuel Bécheron a donné la procuration à Caroline. Pardon, Catherine Monteau. Présente. Et David Maviel. Présent. Ok, donc le nombre de conseillers en exercice étant de 27, le quorum est atteint et je déclare donc la séance du conseil du 6 novembre 2020 ouverte. Et Quentin Benchitrit étant le plus jeune de l'Assemblée, il est désigné comme secrétaire de séance. Avant de commencer, je voulais souligner que notre conseil est en direct, donc sur le Facebook de la mairie, et en cette période très spéciale que nous vivons, garder le lien semble primordial. C'était, je vous le rappelle, une promesse de campagne et elle prend tout son sens aujourd'hui. Par ailleurs, le conseil se déroule suivant les règles que la sous-préfecture nous a communiquées et dictées, avec la distanciation et les gestes barrières qui s'imposent. Avant de procéder au vote et des points fixés à l'ordre du jour, je propose à l'Assemblée de faire une minute de silence en l'honneur de Samuel Paty, professeur qui a connu une fin tragique. La barbarie ne mérite aucun commentaire supplémentaire. Et nous voulions aussi rendre hommage à Stéphane Pascal, qui est un agent communal aimé de tous et qui laisse 2 grands-enfants et une grande famille à qui il va manquer. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, et de faire la minute de silence. Je vous remercie. Donc nous allons commencer la séance du conseil. Je voulais vous faire quand même un point sur la période que nous vivons actuellement. Ce 2e confinement n'est pas facile pour nos entreprises, nos commerces, hôteliers, restaurateurs. Nous nous engageons auprès d'eux afin de les aider à passer cette mauvaise période. Les demandes d'ouverture anticipée ne sont pas les solutions. Mettre en place un arrêté, comme cela a été fait un peu partout, est contre-productif. On sait qu'il est débouté par la préfecture et les commerçants que j'ai reçus s'exposent à une fermeture administrative, à une forte amende. Ce ne sont que des effets d'annonce. Nous avons convenu ensemble avec les associations, d'abord du bien fondé de la démarche, de ne pas instruire un arrêté et d'apporter via la communauté de communes et des 23 maires qui la composent des propositions auprès de la préfecture. Nous pensons que tous ensemble nous serons plus forts pour nous faire entendre. Cela passera par des demandes d'exonération de charges,
de TVA ou de reporter les échéances, une aide via un fonds de solidarité, plus d'autres actions que nous essayons de mettre en place. Par ailleurs, l'Office de tourisme est très actif. Il propose depuis 2 jours, en relation avec nos services, une action pertinente pour permettre aux commerçants de continuer à travailler dans le respect des règles qui sont imposées. De plus, ce confinement est très mal vécu par nos anciens. Et le CCAS a remis en place sa stratégie d'accompagnement avec le maintien et le renforcement du portage des repas, les aides ponctuelles pour les courses et surtout un suivi téléphonique pour garder le lien. Nous devons les accompagner au mieux et ne pas rompre l'isolement, ce qui serait le pire pour eux. Je voulais aussi vous informer, je pense, mais vous le savez, que nous avons eu un cas positif à l'EHPAD d'une résidence. À ce jour, les familles ont été averties et les résidents sont en chambre. Des animations ainsi que le personnel de santé, médecins, dentistes, kinés, etc. sont toujours à leur service pour éviter l'isolement total. Ils seront tous testés, ainsi que le personnel soignant, la semaine prochaine, le lundi 9, à partir de 9 h. Espérons que nous n'aurons pas d'autres cas positifs. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés comme nous l'avons fait cette semaine. Par ailleurs, je vous fais un point Covid de ce matin que j'ai reçu et je voudrais juste vous donner quelques éléments. La circulation du virus s'accélère intensément dans les Landes depuis un moment, avec une hausse importante du taux d'indice à 280,6 sur 100 000 habitants, contre 256,3 le vendredi 30 octobre. Le nouveau nombre de cas confirmés de Covid pour la semaine dernière était de 1164 cas confirmés pour 7329 tests effectués, ce qui nous donne un taux de positivité de 15,88. Aujourd'hui, le département, enfin le 5 novembre, le département des Landes comptait 60 patients hospitalisés contre 44 le 30, dont 13 en réanimation, pour 14 lits revus à 18 et donc un travail effectué pour monter à 50 lits avec l'activation du plan blanc. Depuis le début de la crise, 166 patients sont revenus à domicile. À cette date, on déplore 28 décès. En Nouvelle-Aquitaine, la progression des taux d'indice et de positivité touche toutes les classes d'âge. Les jeunes, entre 15 et 44, qui restent les plus touchés par le virus, avec un taux d'indice de 318,9 pour 100 000 habitants. Et ce taux de positivité est plus important et plus élevé chez les 44-64, 14,2%, et les 15-44 pour 13,9%. Tout ceci pour vous dire qu'en une semaine, le nombre d'hospitalisations a augmenté de 50% en Nouvelle-Aquitaine. Concernant un autre point, qui est les forces de sécurité, gendarmerie. Aujourd'hui, on loge au Pignadar 12 gendarmes réservistes qui sont détachés aux missions Covid sur la commune de Seignos, Osgore et Cap-Breton. Et ils ont été renforcés depuis aujourd'hui par 18 gendarmes mobiles supplémentaires. Donc nous aurons, à mon avis, de plus en plus de contrôle. Donc n'oublions pas que ce virus est encore très actif, qu'il circule et qu'il tue. Soyons responsables et ne soyons pas dans une démarche démagogique et respectons les actions gouvernementales. Maintenant, passons au conseil de ce soir. Donc on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er septembre 2020, que vous avez tous eu dans votre tablette. Et le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er doit être soumis à votre approbation. Est-ce que vous avez quelques observations? Est-ce que l'on peut voter? Est-ce que vous approuvez le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 1er septembre 2020? Qui est pour? Très bien, merci. À l'unanimité. On passe au point finance. On parle du budget supplémentaire, budget principal et budget annexe. Je donne la parole à Édouard Dupouille. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, nous allons voter le budget supplémentaire. Le but de ce budget supplémentaire, c'est d'avoir un certain nombre d'ajustements par rapport au budget qui avait été voté au mois de janvier 2020. Comme vous pouvez l'imaginer, et comme vous le voyez dans les tableaux qui ont été envoyés, cette année, on a un certain nombre d'impacts qui sont liés principalement à la crise sanitaire.
Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais dans les grandes lignes vous présenter les principaux impacts. Dans un premier temps, sur notre budget de fonctionnement, donc dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement. On a des impacts au niveau des dépenses, c'est-à-dire des dépenses supplémentaires qui sont liées au Covid, avec typiquement des fournitures, des produits d'entretien, des masques, mais également des charges qui n'ont pas eu lieu. Le feu d'artifice, le salon du livre, des événements qui ont été annulés. Il y a également des impacts sur les subventions aux associations, qui devaient organiser des événements qui n'ont pas eu lieu et pour lesquels nous ne versons pas de subventions. De l'autre côté, au niveau des recettes, nous l'avons déjà évoqué lors du précédent conseil, mais il y a des impacts qui concernent les redevances sur les concessions, différents loyers. Un impact positif qu'on peut noter et que vous voyez, c'est ce qui concerne les fiscalités locales, pour lesquelles le montant qui avait été indiqué dans le budget 2020 avait été très prudent, et finalement les taux sont plus élevés, donc on se retrouve avec des ressources supplémentaires. C'est quand même la bonne nouvelle dans les recettes de fonctionnement. Pour ce qui concerne les impacts en termes d'investissement, le plus gros impact sur lequel je préfère mettre l'accent, ça va être la vente de la maison Lacoute. C'est l'impact qui fait 520 000 euros. C'est une vente qui avait été prévue dans le budget 2020, peut-être de manière un peu précipitée, qui n'a pas eu lieu. Donc on l'a retiré purement et simplement du budget. Donc vous avez l'impact en recettes. Et de l'autre côté, donc c'est 520 000 euros. Pour le reste, ce sont les budgets annexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Budget casino avec l'impact sur le loyer, budget cinéma également. Il n'y a rien de significatif. Voilà, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui. Concernant les subventions aux associations, je me demandais si, en raison de la crise sanitaire, il y avait eu des demandes particulières des associations caritatives du type Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, s'il y avait eu des demandes particulières en plus de ce qu'on a donné dans ce qui était prévu au budget. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il ne serait pas possible, peut-être, étant donné le contexte, d'abonder un petit peu et de donner un peu plus à ces associations? En ce qui concerne ces associations, la commission des finances s'est réunie lundi dernier, justement pour faire le point et examiner l'ensemble des dossiers de demande de subvention. Dans les 40 dossiers que nous avions examinés, de mémoire, il y en avait 2 qui concernaient ces associations, c'est-à-dire le Secours populaire qui est à Cabreton, et de mémoire les Restos du Cœur. Et le Secours catholique, il n'y avait pas les Restos du Cœur, pardon. Sur ces 2 associations, évidemment, il n'y a pas eu de débat. On a souhaité donner le montant de subvention qui avait été réclamé. Je crois que en cette période, il n'y a pas de débat là-dessus et on était à l'unanimité d'accord pour verser le montant réclamé, demandé par l'association. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas tout à fait, parce que je me demandais si on n'aurait pas pu voir de donner un peu plus, justement, étant donné le contexte. Si on a des demandes plus particulières, pourquoi pas. Aujourd'hui, ils ne se sont pas rapprochés pour cela. Voilà. Mais oui, pourquoi pas. Mais ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, donc il faut les étudier cas par cas si besoin. Après, on sait très bien dans quel sens ces associations travaillent. Absolument. Et ils n'ont pas fait d'autres demandes, effectivement, mais on sait très bien que les besoins, ils sont là, ils sont accrus, et il y a quand même des communes qui ont effectivement donné un peu plus que ce qui était prévu dans la subvention de départ. Voilà. On a une demande qui a été... On a des dépenses qui n'ont pas été réalisées, je me disais que peut-être on leur donnait, je ne sais pas, 200, 300 euros de plus à chacune, ça serait un geste, je pense, appréciable par rapport au contexte actuel. Voilà. Vous avez tout à fait raison, et moi-même, à titre personnel, j'ai été surpris en regardant les demandes de voir que les montants étaient similaires à l'année dernière. Si je m'attendais à ce que les demandes soient un peu plus conséquentes, et voilà, j'étais surpris. Et évidemment, si on avait eu des demandes un peu plus élevées, je pense qu'à l'unanimité, on aurait versé un montant plus élevé. En revanche, l'action qui consiste à verser
une subvention supérieure à la demande dans un dossier, juridiquement, c'est pas possible. On a un dossier, une demande, on y répond, oui ou non, un montant inférieur, mais on peut pas verser un montant supérieur. C'est pas possible. S'il y a une demande supplémentaire, on y répondra et on la regardera attentivement. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Merci Edouard. Je vous demande d'abord si vous êtes d'accord pour voter tous les budgets en même temps ou si vous voulez voter les budgets les uns après les autres. Donc pour voter pour tous les budgets, d'accord, allez-y. Non, je me posais une question par rapport au portage des repas. Je vois que dans les dépenses, il y a une somme et que ce n'est pas la même somme qu'on retrouve de l'autre côté. Donc, portage des repas, en plus depuis le Covid, on voit 44 200. Et de l'autre côté, je vois 38 500. Voilà, c'était juste pour savoir pourquoi. Pardon. Sur le portage de repas, vous avez raison. En charge, on a une charge de 44 200. Et de l'autre côté, on a cette charge, mais qui est scindée en deux. Puis il y a le portage de repas pour 38 500 et le pôle culinaire pour lequel il y a une quote-part de remboursement de frais qui fait 6 400. La somme fait 44 900. Oui, on a un delta de 600 euros. Mais voilà. Et l'explication là-dessus, c'est du fait de la crise, il y a eu un certain nombre de portages en plus, enfin, une croissance nette là-dessus. En fait, nous récupérons effectivement au niveau du CCAS, personnellement, en régie, effectivement, les sommes des repas, et après c'est reversé au niveau de Max. Donc il y a toujours un décalage, effectivement, de quelques mois, et il y a eu une augmentation avec la première vague. Nous avions eu une dizaine, une quinzaine, effectivement, de portages supplémentaires. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on va débattre tout à l'heure. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que vous voulez qu'on vote l'ensemble des budgets ou si vous voulez qu'on les vote les uns après les autres? Qui est pour le vote des budgets en totalité? Merci. Donc, approuvez-vous les budgets supplémentaires et les budgets supplémentaires, du budget principal et des budgets annexes? Qui est pour? Merci. Nous allons passer à l'autre point, le point cimetière. Alors, ça a été un travail très important et efficace qui a été fait par nos deux colistières, Myriam Langlois et Véronique Casavant, ainsi qu'Alexandra. Et je les remercie et je vais leur laisser la parole. Concernant les tarifs des caveaux vendus, on a dû les actualiser en fonction du coût facturé par le prestataire qui réalise la construction. La commune ne prendra aucune marge sur cette opération. Donc les 2 places sont vendues à 3 072 € TTC, les 4 places 4 056 € et 6 places 5 520. Pour information, dans le point 16C, les autres tarifs en lien avec le cimetière dont le montant est inférieur à 2 500 € ont été indiqués. Ils ont été pris par décision du maire sur proposition de la commission municipale des cimetières. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bien, merci. Est-ce que vous approuvez les tarifs qui viennent de vous être précisés? Qui est pour? Très bien. On passe au reversement d'un tiers du produit de ces concessions funéraires au bénéfice du CCAS et je laisse la parole à Véronique Casavant. Alors, la loi numéro 96-142 du 21 février 1996 a abrogé explicitement la disposition prévoyant la répartition du produit des concessions funéraires à hauteur d'un tiers au bénéfice du Centre communal d'action sociale, soit le CCAS. Dès lors, en l'état actuel du droit, le reversement d'un tiers ou autre quote-part du produit des concessions funéraires au CCAS constitue une simple faculté pour les communes. Aussi, compte tenu de la lourdeur administrative et financière induite par la répartition d'un tiers de reversement du produit des concessions funéraires au CCAS et 2 tiers à la commune, il est proposé que la commune conserve la totalité des recettes à compter du 1er janvier 2021 et verse une subvention complémentaire au CCAS à peu près équivalente à la perte des recettes correspondant au versement des 1 tiers.
Je voulais également simplement vous rajouter que nous avons quasiment terminé le règlement de police des cimetières de la ville de Sortsosgor et qu'il sera en ligne, il sera donc validé par arrêté municipal et tous les concitoyens pourront le consulter en ligne sur le site de la municipalité, de la mairie, dans un premier temps et assez rapidement. Voilà. Très bien. Merci. Je rajouterai juste une chose, c'est que la subvention qui sera versée au CCAS s'élèvera en 2021 à 2 000 €. On va passer au vote. Est-ce que vous approuvez ce reversement d'un tiers du produit des concessions funéraires au bénéfice du CCAS? Qui est pour? Merci. Autre point. On va passer à l'autorisation à l'ONF de procéder à la désignation et à la mise en vente des poids de la parcelle AM15. L'Assemblée délibérante doit autoriser à l'ONF à procéder à la désignation et à la mise en vente des bois de cette parcelle communale cadastrée en section AM numéro 15 au titre du programme d'assiette des coupes de forêt communale. Cette parcelle d'environ 4 hectares est située derrière la maison Argous vers la route de Seignos. Est-ce que vous autorisez l'ONF à procéder à la désignation et à la mise en vente des bois de la parcelle AM15? Qui est pour? Merci. On passe au point suivant, qui est la délégation de service public. On va parler du rapport d'activité de la SARL Odyssée Sport, qui est la DSP du tennis. Le rapport annuel de la délégation de service public pour l'exploitation du complexe tennistique qui a été établi par la SARL Odyssée Sport pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, fait ressortir un chiffre d'affaires de 229 616 € avec un résultat avant impôt de 55 625 contre, en 2020, 223 205 000 avec un résultat avant impôt de 37 684 €. À l'intérieur du club, il y a 5 employés. Pour votre information, il y a 91 adhérents, qui est équivalent à l'année N-1. Et à ce jour, nous avons 76 enfants à l'école de tennis, contre 69 en 2019. Ils ont investi dans 2 paddles, qui est une source très importante pour leur activité et qui peut donner un nouvel élan au club. Nous allons d'ailleurs essayer de les aider dans ce domaine pour trouver des animations complémentaires et voir ce que cela leur serve énormément. Actuellement, ils refont les lumières et changent la thermature des 2 cours couverts. Et les délégataires ont présenté le rapport d'activité à la commission de délégation du service public, le 21 septembre 2020. Je voulais donc vous faire prendre acte de ce rapport qui a été porté à votre connaissance et je voudrais que vous votiez par oui ou par non. Qui vote oui? D'accord. Vous avez eu un peu de mal là. Merci. Je vous porte à la connaissance le point suivant. Avenant à la délégation de service public pour les concessions des plages Océane. La commission de délégation de service public s'est réunie le 15 octobre 2020 pour décider des exonérations applicables aux concessions des plages Océane soumises à délégation de service public. Elle a validé l'exonération des redevances pendant la période d'inactivité des concessionnaires. Et vous l'avez dans votre tablette en pièce jointe 4. Cette commission de délégation de service public a validé la décision de l'ancienne équipe municipale d'exonérer les concessionnaires du paiement de leurs redevances pendant cette période. En appliquant cette décision, l'Assemblée finalise l'exonération de tous les commerçants qui auraient dû payer une redevance à la commune pendant la période d'inactivité. Nous allons passer au vote. Est-ce que vous avez des questions? Approuvez-vous le choix de la commission de DSP d'établir cet avenant à la DSP des concessions des plages Océane? Qui est pour? Merci. On passe au secteur urbanisme. Le permis d'aménager et de démolir la place pour les parkings des arènes.
Et je laisse la parole à Alain Clavry. Appuie sur le... On va créer un parking, comme vous le savez, à la place des arènes. Ce parking va avoir donc environ une centaine de places. La plateforme va faire environ 2200 m². Le plan n'est pas terminé, puis je suis en train de refaire le relevé topo et pour prévoir les évacuations d'eau pluviale. Voilà. L'entrée se fera par le rond-point du stade. Et mais c'est tout, je crois. Oui, c'est sûr, on préserve tous les arbres. S'il y aura 3 petits platanes là, qui sont en bordure, qui vont être sur l'entrée du parking, ils vont être reposés à proximité. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Très bien. Je voudrais juste rajouter que le fait de faire un parking à cet emplacement-là nous permettra, je l'espère, d'endiguer un peu le flux des voitures. En ce qui concerne les arènes, elles sont démontées, mais elles ne sont pas abandonnées. Elles seront remises au sud du terrain de rugby. Elles sont déplacées et nous conservons bien entendu les animations estivales. Et nous avons la volonté de perpétuer les coutumes de notre territoire. Et pour certains qui pourraient s'étonner de ne rien voir arriver, Alain a expliqué que les permis de démolition, etc., ça prend un peu de temps au niveau de l'instruction. Et ça va se faire normalement. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, quelques commentaires. Déjà vous dire qu'effectivement, s'attaquer au problème du stationnement à Sorto-Segor, c'est un problème important. Je crois que nous sommes plusieurs municipalités et plusieurs mandatures à avoir essayé de trouver des solutions. D'ailleurs, nous l'avions abandonné, ce stationnement, pour des raisons financières. Et donc j'aimerais qu'on aborde un peu le volet financier ce soir. Et le coût, on n'en parle pas, c'est important. Nous l'avions abandonné pour des raisons qui étaient en fait, quand nous avons lancé la concertation avec les riverains, nous avions eu effectivement un tollé général. Donc c'est important quand même d'avoir cette concertation avec les riverains. Là, on est en train de m'expliquer qu'on va gagner donc des places de parking et c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est un problème récurrent. Je le répète, il faut trouver des solutions. Nous avions engagé déjà une réflexion il y a quelques mois, il y a quelques années, donc avec même la SPSH, où aussi avait laissé tomber ce projet, puisqu'effectivement nous avions d'autres projets, de les voir peut-être mettre les parkings plutôt un peu en périphérie et de se servir de navettes. Bitumer le centre-ville, je pense que c'est un élément qui faisait partie de notre choix de laisser tomber ce dossier. Et ce qui nous gênait le plus également, c'était peut-être d'avoir un parking à proximité d'une aire de récréation de nos primaires. C'est-à-dire qu'on va leur proposer là maintenant d'avoir effectivement 100 places, qui encore une fois d'un côté est une bonne chose, mais de l'autre, les cours de récréation sont importants. C'est un moment où effectivement nos enfants ont besoin de respirer un air propre. Et j'ai envie de dire que la navette, le flux permanent, ça c'est un souci qu'ils avaient fait, que ça avait penché dans le sens où on n'avait pas pris cette décision-là. Donc côté financier, le côté riverain, le côté social, le côté humain. Maintenant, j'entends dire qu'effectivement, on touche un peu à notre patrimoine culturel, il est ce qu'il est, et on est dans les Landes, donc les spectacles équestres et vaches landaises sont à considérer, même si on n'est pas fan pour certains, mais il faut les défendre. Également, c'est donc un patrimoine, une histoire. Vous me dites que donc on va aller déplacer ces arènes, à quel endroit, j'ai pas bien compris? Derrière le terrain de rugby principal, vers le centre de boules, où on va créer un espace spécifique pour pouvoir mettre ces arènes-là. Et donc de ce fait, on va continuer, comme vous le disiez très bien, de perpétuer l'ensemble des coutumes du territoire. D'accord. En peut-être apportant d'autres nuisances sur ce quartier, en favorisant un flux sur l'impasse Colonel Gonnet. J'espère qu'on a une concertation adaptée avec les riverains également. Alors, juste pour vous répondre, M. Arbeil, en ce qui concerne le choix, nous avons eu le courage de faire ce choix-là, que peut-être d'autres municipalités n'ont pas eu. On estime que de faire 100 places à ce niveau-là, c'est plus pour le flux d'été et estival. Donc en ce qui concerne nos enfants, nous avions bien imaginé que ça pouvait être un écueil. Par contre, c'est aussi un grand service que l'on rend aux parents le matin lorsqu'ils viennent déposer leurs enfants, puisque vous connaissez bien la rue, les voitures se sont toujours très très mal garées. Donc on a mis le côté sécuritaire en plus en avant, et ce choix-là a été posé. Et le fait de déplacer les arènes dans cet espace,
certes, c'est 16 ou 18 représentations. Certes, c'est vrai que cette rue-là, il y a des voitures, enfin des maisons, pardon. Mais ça ne fait pas une grosse nuisance, pas plus que ce que ça faisait aujourd'hui. Et donc, on a fait ce choix-là. Et pour répondre sur le plan budgétaire, on est à 280 000 euros. Vas-y. Oui, je voulais dire que du côté, à limite de l'école maternelle, on prévoit certainement une haie qui séparera visuellement le parking de l'école de la maternelle. D'autre part, en faisant le relevé topo, j'ai eu l'occasion de rencontrer les riverains les plus proches. Ils sont très contents d'avoir un parking, plutôt qu'une zone qui est un peu sauvage de ces arènes durant plus hors saison. Et, bon, ils étaient assez contents d'avoir ce parking devant chez eux. Bon, le simple fait qu'ils faisaient remarquer, d'ailleurs on prévoit un portique sur l'entrée, il faudra éviter évidemment le stationnement des camping-cars. Voilà, c'est tout. Je dois aussi dire que ces arènes sont démontables, et une fois que les arènes sont démontées, ce terrain servira comme terrain de boule pour l'association de boulistes aussi. Autre question, le stationnement sera payant? Pardon, excusez-moi. Le stationnement sera payant? Non, gratuit. Ensuite, on est sans subvention, mais on demandera l'aide de l'État au titre du produit des amendes de la police pour essayer de nous aider sur ce sujet-là aussi. Donc, si vous avez... Juste, pardon. Oui. Moi, juste pour dire que concernant ce point, moi je suis pour ce parking. Je trouve que c'est une bonne idée par rapport aux écoles, par rapport à tout ça. Par contre, je m'abstiendrai parce qu'on a vu en commission sécurité où derrière, vu qu'il y avait cet apport de places supplémentaires, il y avait aussi une volonté de faire passer en payant les places de stationnement entre l'office du tourisme et là. Et par contre, moi, voilà, après c'est un souhait de l'équipe sécurité. Pour moi, vu que je suis contre, et voilà, du coup, je m'abstiendrai sur ce projet parce que l'un entraîne l'autre. Vous avez entièrement le droit. Donc, on va passer au vote. Est-ce que vous m'autorisez quand même à déposer et signer ce permis d'aménagement et de démolir? Donc, qui est pour? Donc, très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Et pour Lionel Barboris aussi? Lionel et Emmanuel? Très bien. Merci. Nous allons passer au point suivant, qui est la déclaration préalable pour la réfection de la toiture du trinquet et de la salle polyvalente. Alain? Je laisse la parole à Eric Lévry. Voilà, nous avons des problèmes d'infiltration d'eau sur la couverture du trinquet, ça, du trinquet, de la salle polyvalente. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Une première étude consistait à déposer les tuiles et appliquer un revêtement sur les tôles qui supportent les tuiles, c'est les tôles en fibrociment. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas appliquer cette méthode puisque le fait de reposer les tuiles sur ce revêtement, ça ne garantissait pas ce produit, la mise en place de ce produit. Donc on était parti sur carrément un remplacement complet des tôles. Donc il fallait tout mettre à nu, ça coûtait relativement cher. On vient d'avoir une nouvelle technique. C'est un produit qu'on appliquerait également sur les tôles, un produit pour imperméabiliser les tôles. Et ce produit, on peut l'appliquer, il sera garanti même si on remet les tuiles dessus. Voilà, donc c'est la nouveauté. On a eu cette information il y a environ quelques semaines. Donc ça diminuera le prix. Au départ, c'était envisagé 100 euros le mètre carré, en refaisant complètement la toiture. Et là, on descendrait aux environs de 70-75 euros le mètre carré. Ça se fera en 2 étapes, certainement. Première étape, la partie la plus abîmée, c'est sur la partie, on va dire, la partie nord. Et ensuite, en deuxième étape, la partie de la salle polyvalente. Voilà. Y a-t-il des questions? Très bien, j'ai rien à rajouter par rapport à l'explication d'Alain. Est-ce que vous m'autorisez donc à déposer et signer cette déclaration? Qui est pour? Merci. On passe aux affaires générales. Donc, manifestation d'intérêt spontané pour la gestion d'une aire de camping pour les véhicules de loisirs. Donc, on a reçu en date du 27 octobre 2020 une manifestation d'intérêt spontané de la part de la société Camping Car Park pour occuper le domaine public en vue d'exploiter notre aire de camping-car 716 route des Lacs. Donc la ville pourrait bénéficier des avantages suivants par cette entreprise: un accueil de qualité
365 jours par an, le versement d'une redevance composée d'une part fixe ainsi d'une part variable, la collecte des taxes de séjour, la restitution des données sur la clientèle et des emplacements avec l'électricité. Cette société Camping Car Park gère 200 aires, dont 24 en Nouvelle-Aquitaine. Et Seignos, par exemple, en fait partie. Il y a à peu près 300 000 abonnés à l'intérieur de cette entreprise, qui est de cette société. Et c'est une grosse communauté qui est assez connue dans le domaine des camping-caristes. Donc il nous propose d'aménager et d'occuper à titre temporaire la parcelle où l'aire est située, pour sa gestion d'une durée qui pourrait être portée à 10 ans d'exploitation. Donc conformément à l'article L2122.1.4 du CGCT, la commune est alors tenue de procéder à une publicité suffisante afin de s'assurer de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente en vue de la réalisation d'un projet similaire. Le deuxième intérêt qui est important en ce qui concerne ce choix, c'est de libérer la police municipale qui était fréquemment mise à contribution pour venir sur place lors de problèmes de fonctionnement, de barrières, de paiement, etc. Donc je demande à l'Assemblée d'approuver ce principe. Et est-ce que vous m'autorisez à une publicité suffisante pour connaître cette manifestation d'intérêt? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Mise en place des référents de quartier. Je vais laisser la parole à Oriane Ruval. Merci. Donc le projet consiste à mettre en place des référents de quartier avec pour objectif de créer un lien de proximité entre les élus et les habitants de la commune. Une charte va définir du coup les champs d'intervention ainsi que les modes de fonctionnement de cette dynamique. La ville a été quadrillée en 4 quartiers. Donc le quartier Lac et Océan, représenté donc avec Myriam Langlois et André Jacubiac. Le quartier Centre-Ville avec Elsa Becker, Caroline Chavreduc. Le quartier Golf avec Véronique Casavant et Mathilde Vintroux. Et le quartier de Sorts avec Gaëtan Arix, Sandrine Bompas et Paul Gonsalves. Donc les missions sont les suivantes. Le référent de quartier sera un outil de lien social au sein de la collectivité, en étant un trait d'union entre les administrés et la municipalité. Le rôle essentiel de référent donc, tiendra dans la collecte d'informations relatives à son quartier. Les champs d'intervention seront liés aux problématiques suivantes. Donc, entretien des espaces publics, dégradation et incivilité, propreté et embellissement, stationnement, circulation, travaux, éclairage public et aménagement de la voirie. Le référent rapportera les problématiques concernées à la municipalité par le biais des services municipaux de la ville, qui sera le réceptacle des demandes et des informations recueillies. Le référent sera toujours informé des suites qui seront données à chaque dossier. Il s'engage donc à la stricte confidentialité des informations recueillies. Les référents de quartier seront joignables par les administrés de plusieurs façons. Donc par téléphone en déposant un message à l'accueil de la mairie, donc au 05 58 41 79 10. Et également par mail, donc selon le lieu de la problématique. Les mails sont donc quartierlacocéan@osegor.fr, quartier-centreville@osegor.fr, quartier-golf@osegor.fr et quartier-sorts@osegor.fr. En revanche, les référents ne seront pas des substituts de forces de l'ordre ou des employés municipaux et ne seront pas non plus des médiateurs en charge de résoudre les conflits de voisinage et les conflits familiaux. Si vous avez des questions. Pas de questions. Donc, ces référents de quartier seront désignés par un arrêté. J'ai une question. Ah, d'accord, allez-y. Merci, monsieur le maire. Non, je voulais simplement savoir comment s'est fait le découpage, parce que est-ce que ça correspond à un même nombre d'habitants sur chaque secteur, ou est-ce que ça a été fait autrement? Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une question méchante. Du tout. J'étais parti, c'est sur le fait de voter, et vous, voilà. Mais c'est pas grave. Vous me voyez pas assez? Ah.
On a repris un découpage qui avait été fait de la commune, tout simplement, qui avait été fait au préalable, en fait, avec oui, merci, je vais y arriver. Le plan, mais ça n'a rien à voir avec le plan communal de sauvegarde. Là, c'est vraiment des référents de quartier. Anciennement, en 2018, avait été fait un plan communal de sauvegarde par le centre de gestion des Landes, donc qui avait quadrillé la ville en 4 quartiers. Donc on a repris juste cette répartition et on a rajouté nos référents selon ceux qui voulaient s'occuper de cette problématique. Mais cela n'a rien à voir avec le plan communal de sauvegarde. Je me posais juste la question parce que je me dis qu'il y a peut-être des quartiers où il va y avoir beaucoup d'habitants et vous allez avoir beaucoup de demandes peut-être. Oui, exactement. Et voilà, au niveau de c'était dans ce sens-là. Hein. Vous avez entièrement raison et je pense qu'il faudra peut-être s'adapter. Voilà. Mais au moins on va commencer. Oui. Et je pense que vous avez entièrement raison parce que on aura peut-être des quartiers avec une forte affluence et d'autres un peu moins. Et je pense qu'à ce moment-là, on ajustera et il sera peut-être nécessaire de rajouter 1 ou 2 personnes peut-être ou voilà. Ou de diviser en substitution de quartier. Justement, au niveau de sorte, on a mis 3 personnes pour gérer cette affluence. Ce qui était important, c'est qu'on l'avait mis aussi dans notre promesse de campagne et on voulait le faire. Et je pense que c'est aussi important pour les habitants de Santosgor de pouvoir avoir aussi des gens en visu pour essayer de parler de leurs problèmes de tous les jours sur les différentes références que Oriane vous a exposées. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Et oui, vous êtes voisins. Alors, est-ce que vous approuvez le principe de mettre en place ces référents de quartier? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. On passe au point suivant qui est la création d'un conseil municipal des jeunes. Et je vais donner la parole à Caroline Chabreduc. Donc, nous allons créer un conseil municipal des jeunes qui sera constitué par les enfants qui vont du CM2 jusqu'à la 3e. Le projet devait se finir il y a un petit moment déjà, mais avec la pandémie de Covid, on a dû s'adapter au fur et à mesure au process. Donc les enfants auront d'ici la fin de la semaine prochaine accès à tous les documents qui leur permettront de s'inscrire ainsi que de voir en quoi consiste le projet. On va essayer de faire le plus possible d'informations par Internet avec l'aide de leurs parents, des écoles et des lycées. Les réunions en lycée pour leur présenter le projet vont être maintenues avec l'accord des directeurs d'établissement, attendu qu'on va les réunir par petits groupes. On va bien respecter le process et tout. Et les maîtresses de CM2 se chargeront d'informer les enfants lors de leur cours d'instruction civique et se serviront des documents pour leur expliquer en quoi ça consiste. À leur demande, on se déplacera dans les établissements si elles le souhaitent, afin que les enfants puissent nous poser des questions en direct. Le but du jeu, c'est que d'ici début décembre, les enfants puissent voter. On va leur demander de faire des petites vidéos qu'on mettra en ligne sur les pages de la mairie, afin qu'ils puissent se présenter, aidés par leurs parents, pour faire les petites vidéos, et comme ça, tous les enfants pourront avoir accès de la commune aux candidats potentiels qui devront les représenter. Compte tenu qu'à Haussegor, nous avons 2 écoles primaires et pas de collège, nous avons diffusé l'information sur des établissements le plus large possible, ce qui fait que nous avons demandé à Cabreton, Bayonne, Tyros, et ainsi qu'en Grèce, les enfants qui étaient de la commune, qui étaient scolarisés chez eux. Donc, ils ont très bien pris la chose, ils nous ont demandé de leur fournir les documents, que les professeurs d'histoire géo ont récupéré les liasses pour leur donner de l'information le plus possible et les amener à se présenter de façon à ce qu'ils puissent porter les projets qu'ils ont. Après, d'après les premiers retours qu'on a, il n'y a pas de problème, ils ont des idées.
ils vont nous donner du travail. Le but aussi, c'est de les amener à faire des petits projets qui pourront mener à bien régulièrement pour comment dirais-je, se maintenir dans la dynamique, et aussi de les greffer sur des grands projets que nous menons et qui potentiellement sera susceptible de les intéresser, comme l'aménagement des aires de jeu, la sécurité routière, voilà, des choses comme ça. Et au départ, comme on est novice dans le process, ce sont des élus qui s'occuperont d'eux. On verra au fur et à mesure comment cela se passe. Au départ, on aura 12 enfants, mais comme on aura 4 CM2 chaque année, on verra si ça se passe bien, à laisser 4 CM2, et au fur et à mesure, on aura 4 6e, 4 5e, jusqu'à avoir potentiellement 4 secondes, attendu que les élections auront lieu tous les 2 ans, et qu'on ne va pas faire élire des 3e, qu'on couperait dans la dynamique après, et qui se retrouveraient exclus du process au bout d'1 an. Voilà. Donc, voilà. Et tout ça, les élections, et on espère pouvoir les faire se réunir en présentiel. On espère courant janvier pour qu'ils prennent leur poste. Voilà. Merci Caroline. Pour le présentiel en janvier, on verra. Oui, c'est ce que je dis, on verra, on s'adapte au fur et à mesure. On va leur mettre en place une petite application pour eux, où ils pourront mettre leur commission, ils seront répartis en commissions, ils pourront tous communiquer entre eux et tout, vu qu'on est obligé de s'adapter avec les éléments numériques compte tenu de la pandémie. Cathy, à vous. Alors, je trouve que c'est un projet très enthousiasmant, effectivement, de mettre nos jeunes donc, au cœur de la citoyenneté. Je regrette simplement qu'on n'ait pas pu discuter de cela en commission générale, dans la mesure où nous n'avions pas les documents encore qui précisaient justement la mise en œuvre de ce projet. Donc ça m'oblige à poser 2 ou 3 questions maintenant, alors que j'aurais préféré les poser avant, hein, et non pas en conseil. Je m'interroge déjà sur les tranches d'âge. Je trouve peut-être regrettable, étant donné que dans nos établissements, les CM1 et les CM2 fonctionnent ensemble, dans les mêmes classes. Je trouve dommage de ne pas intégrer les CM1, d'autant plus que si on réfléchit par cycle d'apprentissage, les enfants du cycle 3, ce sont les CM1, CM2 et 6e. Ensuite, on a donc le cycle central avec les 5e et 4e, et je me demande s'il n'aurait pas été peut-être une meilleure idée de commencer en CM1, dans la mesure où déjà il pourrait y avoir un relais en classe de la part de la classe entière, puisque tant à Hossegor qu'à Sors, on a des CM1 et des CM2, encore une fois, et ensuite donc la continuité au collège avec les 6e, ça ferait le cycle 3, ce qu'on appelle le cycle 3, et ensuite les 5e et 4e. Tout cela parce que je m'interroge sur la facilité pour ces enfants de travailler tous ensemble, du CM2 jusqu'à la 3e. Arrêter en 4e en même temps, ça permettrait pour 2 ans d'avoir justement un élu jusqu'à la fin de la 3e. Voilà, bon, mais je suppose que vous y avez réfléchi avant. En fait, on n'est pas parti comme ça à l'aveugle, hein, on s'est renseigné par rapport à d'autres CMJ déjà existants, qui nous ont rapporté que les CM1 ont du mal à accrocher, déjà. Donc c'était compliqué. Après, faire une passerelle CM2 6e, c'est bien parce que les CM2 ils sont un peu grands, et puis après ils vont être en 6e, ça va leur permettre de rencontrer le collège à l'avance, donc les enfants du collège. Après, il est clair que les commissions ne seront pas forcément faites par tranche d'âge, ou par mixité d'âge. Ça va être vraiment fait ils seront orientés par rapport à leur centre d'intérêt personnel. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne va pas brimer un enfant de CM2 s'il s'intéresse plus sur un projet où il y aura par exemple des 4e, 3e. Ils doivent aussi apprendre, comme nous, hein, en fait, à travailler en communauté et tous ensemble, malgré l'âge et les différences d'âge. Ça va peut-être les aider à grandir plus vite, je ne sais pas. Mais après, le problème c'est ça, c'est qu'on se lance, on se donne 2 ans. Dans 2 ans, on fait le point, on avise et on réajuste. Si on a des CM1 qui nous disent « mais nous, on est intéressés », on élargira au fur et à mesure. Mais on ne peut pas se lancer sur un gros projet d'office, ne sachant pas comment ça va se passer, la dynamique qui va être insufflée, s'ils sont très motivés, s'ils sont très porteurs, on s'adaptera. On fera comme eux, on s'adaptera.
Oui, la seule chose, c'est que c'est spécifique à notre commune, c'est que on a des classes CM1 et CM2 ensemble. Ailleurs, peut-être que non. Les CM1 sont dans des classes séparées, mais voilà. Oui, je suis d'accord. C'est Mais pour ça. les maîtresses de l'école trouvent le projet bien comme ça. Très bien. Je pense aussi que les CM1 ne seraient pas forcément très accrocheurs. La deuxième Après, chose... c'est clair qu'on est bien conscient que les CM2 parleront de leur projet au CM1. Et il est évident qu'ils nous ramèneront, on acceptera qu'ils nous disent qu'en fait ils en ont parlé avec des plus petits et qu'ils voudraient présenter ça. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, voilà. On doit rester ouvert à toute suggestion. Et comme les CM revotent tous les ans, puisqu'ils s'en vont en classe supérieure, sinon ils disparaîtraient, mais peut-être que l'année prochaine, on intégrera les CM1 si c'est vraiment une volonté des enfants. Je pense que ce sera souhaitable. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez pensé, mais je suppose que oui, à intégrer ce projet dans notre projet éducatif de territoire qui court jusqu'à présent, jusqu'en 2021, sur lequel il va falloir retravailler. Donc, je pense qu'il faut intégrer absolument dans la rédaction du PEDT ce projet-là, qui vraiment déjà intégré. donne un éclairage nouveau à notre PEDT. Ça va l'être, oui. Non, c'est Voilà. bon. J'ai terminé. Merci. Pour l'instant. C'est un sujet que vous connaissez bien en plus, ce qui est normal. Mais c'est très bien d'avoir de l'éclairage. Merci. Donc, on va passer au vote. Est-ce que vous approuvez donc la création du conseil municipal des jeunes? Qui est pour? Merci. Merci Cathy et merci Caroline. L'autre point que nous allons aborder, c'est la demande de classement de la ville en commune touristique. Alors juste, c'est une information auquel on va quand même délibérer et voter. C'est un arrêté préfectoral de nomination de la commune en commune touristique qui a été établi pour une durée de 5 ans, l'échéance arrivant le 23 novembre 2020. Donc il est nécessaire d'être classé comme commune touristique pour bénéficier d'un maintien du classement station de tourisme, et la commune est classée comme telle depuis 2017 pour une durée de 12 ans. Donc je demande à l'Assemblée délibérante, je vous sollicite, est-ce que vous m'autorisez à demander ce classement de la ville en commune touristique auprès des services préfectoraux? Qui est, juste avant de répondre, Oui. c'était pour nous une obligation, rappelez-vous, en 2017, si nous voulions garder notre indépendance par rapport à l'OTI, de prendre cette mesure. Donc nous l'avions pris dans ce sens-là à l'époque. Oui. Donc on votera pour. Merci. Alors, est-ce que vous m'autorisez? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. On passe au point suivant. C'est la convention portant sur le reversement à max du montant des repas produits par le pôle culinaire pour les accueils de loisirs sans hébergement. Les repas devant être payés directement à la régie du pôle culinaire et les parents réglant le prix de journée du centre de loisirs et de la crèche, le coût du repas est compris directement à la commune. Il est donc nécessaire d'établir une convention qui permet le reversement de ce montant des repas au pôle culinaire. Est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention? Qui est pour? Merci. Point numéro 13. Alors, ouverture des postes au tableau des effectifs. Il s'agit de m'autoriser à régulariser des situations d'agents qui étaient en contrat à durée déterminée et dont les missions sont essentielles et qui font l'objet maintenant d'emplois permanents. Ça concerne Justine Gabiani, qui était l'assistante de communication, adjoint administratif, Laurie Prudhomme, qui était au service RH, adjoint administratif, ainsi que Benjamin Moulin au service espace vert, adjoint technique. Pour ce qui est du contrat de Julien Lalanne, qui était responsable des plages, il convient de lui établir un contrat pour accroissement temporaire d'activité, puis un contrat saisonnier dans l'attente qu'il obtienne le concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Est-ce que vous avez des questions? Une remarque, on se félicite pour Justine, pour Laurie et pour Benjamin, bien sûr.
Et un petit mot pour Julien Lalanne, qui n'est pas que le responsable de sécurité des plages. J'allais dire, mais... C'est quand même notre référent pendant la saison de l'état sanitaire des eaux du lac et du bord de mer. Et c'est lui qui prend en charge. Il est courtisé depuis longtemps par le syndicat mixte des baignades. Il y avait d'ailleurs une mission courte. Et nous avions demandé à l'époque, effectivement, de le récupérer à plein temps. Donc c'est une très bonne chose et je suis très content pour Julien. Voilà. Ben, je vous remercie, mais en fait, c'est un homme, Julien est un garçon fantastique, vous avez raison de le souligner. Il a de grandes qualités et c'est la raison pour laquelle on a souhaité le garder et le maintenir pour tout ce que vous avez évoqué. Donc, est-ce que vous m'autorisez à ouvrir ces 3 postes au tableau des effectifs et à établir les 2 contrats précipités pour Julien Lalanne? Précité, pardon. Qui est pour? Je me suis précipité. Oui, excusez-moi. Oui, qui est pour, pardon? Oui, pardon, excusez-moi. Vous êtes tous pour, merci. Bon. Alors, point 14. Autorisation au maire de pourvoir par un agent contractuel un emploi permanent en attente du recrutement d'un fonctionnaire. En fait, il s'agit juste de m'autoriser de pourvoir par un agent contractuel un emploi permanent en attente du recrutement d'un fonctionnaire. Et il est proposé d'établir 2 contrats pour remplacer 2 agents titulaires. Jean-Jacques Dussin qui est parti à la retraite et au service propreté. Et Stéphane Pascal, regretté Stéphane Pascal, qui était au service espace naturel. Bien entendu, on fera ce recrutement si cela est nécessaire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que donc vous m'autorisez à établir ces 2 contrats si besoin? Qui est pour? Merci. Informations diverses et questions diverses. Alors, il s'agit d'une décision prise en application de l'article L2122-22 du CGCT et de la délibération s'y rapportant en date du 17 juillet 2020 portant sur la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Il s'agit d'informations uniquement et pas de vote. Ça correspond au tarif de la place des Landais après Covid. Les tarifs d'occupation du domaine public de la place des Landais sont fixés comme suit. Terrasse, c'était 51,45 € du mètre carré. Caillebotis, 61,66 € du mètre carré. La participation au point repos, 365 €. Maintien du montant fixé par décision du maire du 14 février 2020. Par ailleurs, nous avions un tarif d'occupation du domaine public. Et les tarifs d'occupation du domaine public maritime et communal suivants sont fixés dans le tableau que vous avez eu et reçu. Je vous fais grâce de l'énumération de ce tableau qui est assez rébarbatif. Je vous informe juste qu'une augmentation de 2% a été appliquée sur le tarif précédent. Donc dans le tableau que vous avez reçu, vous avez l'ensemble des personnes qui sont concernées, ainsi que le nombre de mètres carrés, et l'augmentation du tarif avec ces 2%. On passe au point numéro C, qui est le tarif d'occupation du domaine public pour la pose des chalets de Noël. Si la crise sanitaire nous le permet, et dans le cadre des animations de Noël que nous avons prévues, sur cette période qui est du 18 décembre 2020 jusqu'au samedi 2 janvier 2020, la ville souhaite mettre en disposition des commerçants et d'associations un emplacement au centre-ville devant les halles qui seront susceptibles d'accueillir des chalets. La mise à disposition de l'emplacement du chalet est consentie moyennant le paiement à la ville d'une redevance. Son montant forfaitaire est de 333,33 € hors taxe, soit 400 € TTC pour cette période. On demandera une caution qui s'élève à 600 €, qui sera bien entendu également demandée en cas d'attribution de ces chalets. Le paiement de la redevance se fera lors de la signature du contrat par chèque à l'ordre du Trésor public. Et comme je vous le disais, en raison de l'épidémie du Covid-19, la ville se réserve la possibilité de faire évoluer ou d'annuler les animations de Noël afin de tenir compte de la situation sanitaire. Aucune indemnité ne sera allouée aux bénéficiaires des chalets, pour information. Et à ce jour, nous avons à peu près 30 demandes. Je passe au point... Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? Ok.
le tarif des emplacements pour le marché des créateurs que nous souhaitons mettre en place à Sorts. Donc toujours sur la proposition de la commission d'animation, j'ai fixé le tarif à 3 € du mètre linéaire pour les emplacements du marché des créateurs qui pourraient avoir lieu, sous réserve des directives gouvernementales liées au Covid, le samedi 12 au bourg de Sorts, de 9 h à 18 h. À ce jour, nous n'avons que 8 dossiers et nous nous laissons donc le choix, toujours en fonction de la crise sanitaire, de poursuivre ou non. La semaine prochaine, nous avons une réunion d'ailleurs sur la commission d'animation qui se donnera une limite pour poursuivre ou non l'ensemble des actions que nous avons évoquées pour Noël. Point numéro suivant, qui est le tarif en lien vers le cimetière. Donc on revient sur les tarifs qui sont en dessous de 2500 € et pour lesquels je vais laisser la parole à Myriam ou à Véronique. Micro, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir donc l'achat des caveaux, comme vous avez pu le voir, mais nous avons aussi créé la création des cases, columbarium, et également la création de tombes de place que nous avons prévues pour fin de cette année et également 2021. Les prix seront ceux que vous avez vus tout à l'heure. Et cependant, pour tout ce qui est cases, nous les avons pour une durée de 15 ans mises entre le prix de la case plus le prix de la concession, elles seront à 652 €. Et pour une durée de 30 ans, c'est toujours 552 le prix de la case et 200 € le prix de la concession. Et nous serons donc à 752 €. Nous avons également établi un forfait de dispersion des cendres pour le jardin du souvenir à 30 €. Et également, nous avons prévu les tarifs pour le dépositoire. Il faut savoir que pour des gens qui ont besoin du dépositoire, on a mis une barrière jusqu'à 6 mois et c'est 15 € par mois la location du dépositoire. Voilà, ça me concerne. Après, effectivement, on a en prévision la création d'un nouveau jardin du souvenir, parce que celui qu'on a, il est déjà complet. Voilà, ce que nous avons prévu. Mais ça, on est toujours dans vos tarifs. Donc, très bien. Après, merci. Est-ce que vous avez des remarques? Très bien, on passe au point suivant qui est la location. Logement communal qui est situé 68 place des Pins Tranquilles. Alors c'était un logement c'est un logement de type 3, situé 68 place des Pins Tranquilles, qui est attribué à compter du 1er novembre 2020 à Madame Michèle Baronco pour la somme de 470 €. Et c'est un nouveau bail qui a été fait à son nom suite au décès de son compagnon. On passe aux informations diverses. Le centenaire de la station. Je laisse la parole à Céline. Merci. Donc en 2023, nous avons le centenaire donc, de Segor. On va commencer un comité de travail qui va commencer dès janvier 2021 à organiser cette année 2023. En s'entourant dans des groupes de travail de toutes les forces vives et les acteurs de la commune, que ce soit commerçants, associations, habitants également de la commune. Donc tout ça pour vous indiquer que cette organisation va démarrer, ce travail sur l'organisation va démarrer dès janvier 2021. Voilà. Merci. Point suivant. Donc on fait le point sur la vice-présidence du CCAS et sur la délégation de Mathieu Parayous à l'éducation, petite enfance, enfance, jeunesse, EHPAD et les affaires sociales.
Mathieu Parayous, ici présent, a eu une offre dans le groupe dans lequel il travaille, qu'il ne peut pas refuser. Il m'a donc remis sa démission en tant que vice-président du CCAS, et je l'ai accepté. Cependant, il reste au conseil en tant qu'élu. Je te remercie d'ailleurs. À l'issue du dernier conseil d'administration du CCAS, nous avons proposé Michel Villéger qui a été élu à l'unanimité. Vice-président du CCAS, donc à Michel, et par ailleurs, dans un souci d'efficacité que Catherine Monteau avait soulevé lors de notre deuxième conseil municipal, nous mettons en place une délégation d'éducation petite enfance, enfance-jeunesse, qui sera prise en charge par Caroline Chabreluc. Les affaires liées à l'EHPAD, les Magnolias et les affaires sociales seront donc gérées par le CCAS. Y a-t-il des questions, des réponses, des remarques? Concession Halles et Lacs. Donc, comme vous le savez, nous avons remis les concessions des halles en jeu, ainsi que celles des lacs, du parc Rosny, promenade du Fond de Mer et la rue du Temple à Sens. À ce jour, nous avons reçu 31 offres sur le lac et 31 offres sur les halles. Une commission se tiendra le 17 novembre pour les halles et le 20 novembre pour les halles, où on aura un dépouillement des offres. Pour le lac. Oui, ça va verser. 17-11 pour le lac et le 20-11 pour les halles. Donc un dépouillement dans les deux commissions à laquelle moi je ne voterai pas. Et j'aurai juste un rôle d'observateur. En tout cas, on a eu énormément d'offres, de qualité. Et ce qui a été entamé sur les halles va se poursuivre et c'est une bonne chose pour notre ville. Des remarques? Alors, autre point, lors du prochain conseil municipal du mois de décembre, nous lancerons une nouvelle DSP qui est restée vacante depuis un moment, qui est celle de la concession à l'océan, anciennement La Cannelle pour ceux qui connaissent, à la plage sud. Et nous souhaiterions, pour les 2 ans qui restent, la remettre en route. Et donc, appel à projet va être fait, en sachant que cet endroit mérite d'avoir une animation pour toutes les familles qui y vont. Juste une remarque, enfin une question qui m'a été posée sur cette nouvelle DSP, est-ce que le calendrier est déjà déterminé? Donc on va passer en décembre, et ensuite on va lancer les offres, enfin on va recevoir les offres, et on espère que pour la saison prochaine, et je pense qu'on pourra ouvrir cette nouvelle espace, cette nouvelle attribution pour les 2 ans qui restent. Alors, on va passer aux questions diverses, mais juste avant, je voulais vous donner quelques infos. Le nombre de SMS, vous savez, ce fameux SMS qu'on a mis en place à ce jour, enfin hier, on était à 662 personnes, et on pense qu'avec le nouvel envoi du dernier 4 pages SH Info, nous allons augmenter les inscriptions. Voilà, je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Je vous informe juste que le prochain conseil municipal aura lieu le 11 décembre. Si vous avez des questions, des remarques, des interventions. J'aimerais savoir si, en raison du contexte, l'exposition de décembre est maintenue ou si on attend encore pour savoir si elle aura lieu. Vas-y. Alors oui, on continue en mettant des réserves. On doit voir la semaine prochaine avec Anne Charlie Tasté, puisque c'est lui qui est prévu. On continue à pas de loup en attendant de voir ce qui se passe un peu comme tout le monde et en essayant de limiter peut-être des choses. Il y aura peut-être des choses qui seront plus intimes, on va dire, comme le vernissage par exemple. Peut-être qu'il y aura des choses qu'il faudra adapter, mais bon, enfin, on avance avec les directives qu'on a de la préfecture par rapport au Covid aussi. Mais pour le moment, il n'y a rien qui est annulé et voilà, on s'adaptera. Je pense qu'il faut qu'on continue de prévoir, de vivre. Bien entendu, comme on l'a tous vu,
Et ce qu'on voit à la télévision nous laisse quand même très dubitatif. Donc de ce fait, il faut qu'on ait cette prévision et on adapte au jour le jour en fonction d'eux. On en saura un peu plus la semaine prochaine, mais bon, nous ne sommes pas très optimistes. Nous verrons. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-il possible de faire un point sur la question du recrutement dans le service urbain, tout particulièrement le recrutement du cadre A? J'aimerais savoir si les commissions ressources humaines et finances se sont réunies, se sont prononcées quant à la nomination de ce cadre A qui avait été donc évoqué lors du précédent conseil. J'aimerais savoir ce qu'il en est de la fiche de poste de ce fameux cadre A, car des bruits de couloirs surprenants, voire choquants, signalent que des missions et tâches de certains agents sont redéfinies afin de préparer la fiche de poste du cadre à recruter. Donc, il serait temps peut-être d'avoir quelques éclaircissements. Merci. Tu veux répondre? Sinon, je... Oui, je peux. Alors, dans l'ordre, vous souhaitez que je réponde à quelle question en premier? Alors, concernant la fiche de poste du cadre A, nous avançons, notamment conjointement avec Véronique. Elle devrait être validée lundi, validée définitivement en début de semaine, et donc être disponible publiquement la semaine prochaine pour mettre en route un recrutement officiel. Celle de la police. Ah oui, pardon. Celle de la police, c'est fait, elle est en ligne déjà. Elle vous intéresse moins, mais elle est également importante, celle du policier de l'urbanisme qui, elle, vient tout juste d'être publiée également. Concernant le fait de porter ce recrutement, depuis le début, il me semble qu'on en a parlé avec Édouard. Ça a été une des premières choses abordées sur la faisabilité financière de ce recrutement. Et ensuite? Donc, qu'en est-il? Donc, le poste, il est bien créé. Oui. C'est acté par la commission finance. Et la commission RH qui travaille dessus. La commission RH aussi. Bien entendu, de toutes les manières, le recrutement du cadre A, comme celui du flic de l'Urba, passera par les franches codines de la commission RH, dans laquelle il y a Maël, Audouin, ainsi que Lionel Barberis et Paul, pour pouvoir juger du bien fondé de personnes qu'on souhaite recruter. Je pense qu'il y a une distinction à apporter par rapport à la commission RH entre passer par la commission RH pour valider le principe d'un recrutement du cadre et la commission pour valider le cadre lui-même. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, Madame Manteau, vous me demandez si nous nous sommes réunis en commission pour valider le principe de son recrutement? Pour l'instant, oui, déjà le principe du recrutement, mais ensuite, par rapport au recrutement lui-même, je suppose que c'est encore la commission ressources humaines qui va se prononcer. Tout à fait. Mais par contre, moi, ce que je trouve gênant, c'est d'entendre des bruits persistants dans les couloirs et même à l'extérieur, concernant justement ce recrutement. Si c'est pour déshabiller certains de nos agents de leurs fonctions, pour lesquelles je crois ils donnent toute satisfaction, afin de les donner à quelqu'un de nouveau, je trouve ça vraiment gênant et choquant. Voilà. Aussi. Vas-y, parce que... Alors, moi je vais juste... Non, vas-y, oui, allez-y, après je vous rappelle. On va oublier les personnes une seconde s'il s'agit de personnes. Sur le principe, je crois qu'on est tous d'accord. La première chose, c'est est-ce qu'il y a une nécessité pour un poste donné? Est-ce que c'est justifié d'aller recruter quelqu'un de plus parce que le poste occupé par une personne aujourd'hui ne serait pas totalement, comment dirais-je, rempli. La fonction ne serait pas totalement remplie. Ça, c'est la première question. La deuxième, si on répond oui à celle-là, il faut effectivement procéder à un recrutement. Bon, ce recrutement, il peut être un A, un B, j'en sais rien. Il peut être l'adjoint de la personne qui s'en occupe aujourd'hui. Il peut être tout ce que l'on veut. C'est le deuxième point. Donc la fiche, oui.
la nécessité de la fonction à voir, le positionnement de la fonction à voir, et ensuite, on rentre dans le processus d'embauche. Ce processus d'embauche, il passe tout simplement par la publication, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le principe qu'il fallait quelqu'un de plus, si c'est le cas, par les publications, par donc la remise de plusieurs candidatures, ensuite l'expression d'un choix, je dis bien l'expression, pas la décision d'un choix, l'expression d'un choix par la commission RH, sinon elle n'a pas lieu d'être, cette commission. Ensuite, la validation au plan financier de la commission des finances, et enfin tout ça sur le bureau de monsieur le maire, qui à la fin décidera si oui ou non. Mais si on ne suit pas ce processus-là, la commission RH n'a rien à faire dans ce sujet, elle n'a pas d'intérêt. Si on overpass, comme on dit en anglais, tout ce processus, ça n'a pas d'intérêt. Et donc moi je serai extrêmement vigilant sur tout cet aspect-là. Du début jusqu'à la fin du parcours. Je vous remercie, monsieur Merlet. Je vous en prie. Surtout que nous avons une spécificité quand même sur notre commune de Sartoux-Segor très importante. Et parfois la même référence. Nous avons donc une spécificité, je ne vais pas vous l'apprendre. Rappelez-vous, dans l'élaboration du PLUI et du SPR, nous sommes sur les 23 communes de Max, vraiment isolées, puisque nous maintenons ce site à partir du remarquable. D'ailleurs, au niveau de la CLEP, qui est la commission locale d'évaluation des attributions des charges transférées, nous avons fait quand même 3 modifications du PLU, alors que les autres ne se sont contentés que d'une. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui nous tient à cœur, et que, sans le nommer, nous ne voudrions pas effectivement que la personne qui est en charge actuellement depuis des années, qui a accompagné ce PLUI, ce SPR, et qui est un agent qui a effectivement une expérience sur le terrain et toute sa compétence, soit effectivement oublié dans cet appel d'offres. Donc voilà, on envoie juste ce message-là, on ne va pas le nommer, mais on l'a tous effectivement en tête. Je vais vous répondre. On ne va pas le nommer, on donne personne. Voilà, je vais vous répondre. La fonction de ce cadre-là... J'insiste sur le point. La compétence est une chose, mais l'expérience du terrain est également très importante. Attention, je répète, à ce cadre A que nous allons recruter, nous l'avons déjà dit pour notre part en tout cas, je pense qu'au niveau de la charge de travail, nous avons ce qu'il faut en termes d'agents. La police d'urbanisme, c'est une très bonne chose. Avoir un architecte conseil du patrimoine, c'est une très bonne chose aussi, mais je répète, attention, il ne faut pas déshabiller Pierre pour Paul, et je pense que Cathy a tout à fait raison de s'inquiéter du processus. J'ai bien enregistré ce qui a été dit. De manière plus générale, et j'insiste là-dessus, une mairie, c'est comme une entreprise, et s'il n'y a pas de ressources humaines, ça ne fonctionne pas. Et donc il faut être extrêmement vigilant d'un point de vue diplomatique, sensible et psychologique à l'égard de ceux qui travaillent. Après, on prend le temps qu'il faut pour juger s'ils font bien leur boulot ou pas suffisamment bien, s'ils font la totalité de leur boulot ou pas, mais ça ne se fait pas en 15 jours. Il faut avoir le temps de regarder comment tout ça fonctionne. Et donc moi je ne suis pas partisan pour les ressources humaines d'une précipitation un peu exagérée. De toutes les manières. C'est un terme qui revient souvent, précipitation, ouais. Je l'entends bien. Oui, j'ai vu ça. De ce fait, la fiche va être finalisée la semaine prochaine, mise en ligne. La tâche de ce cadre A sera pleine et entière. Bien entendu, on a entendu ce que vous avez dit. On a pris des exemples sur d'autres fiches de cadre A qu'on a adaptées à notre belle ville. Et nous pensons que les recrutements qui arriveront seront suffisamment bien travaillés par la commission. Et on verra ce qu'il en ressortira. Si oui ou non, on continuera sur ce process. Donc on entend bien ce que vous nous avez dit, mais on continue quand même le process tel qu'on l'avait évoqué. Et on souhaite, pour nous en tout cas, et pour la ville, donner un moyen et une image forte de notre service d'urbanisme. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, on a une vraie spécificité. Il faut protéger cet urbanisme. On se bat tous pour cela. Le SPR en est un exemple. Le PLUI qu'on travaille aussi. Donc voilà. Y a-t-il d'autres remarques? D'autres réflexions? D'autres... Très bien.
Il est 20h19, et ben je lève la séance, je vous remercie. Bonne soirée.